Pas moins de 7,5 millions d'électeurs étaient attendus dimanche dans les urnes pour désigner le prochain président de la République du Niger. Entre Bazoum Mohamed et Mahaman Ousmane, les électeurs nigériens ont opté pour faire leur choix dans le calme et la tranquillité. Mais c'était sans compter les terroristes qui ont décidé d'agir dans la matinée du dimanche dans la région de Tillabéri, touchée par une insécurité permanente du fait des attaques des groupes terroristes. 7 membres de la CENI, la commission électorale nationale indépendante, ont perdu la vie. Leur véhicule a sauté sur une mine dimanche matin dans une localité située sur la commune de Dargol, dans la zone des 3 frontières. Cette même zone où l'armée tchadienne a déployé des hommes la semaine écoulée. Ainsi, les opérations de vote n'ont pas pu avoir lieu dans plusieurs bureaux de la zone de cette région. Un autre agent de la CENI a été tué dans la soirée du dimanche et 9 autres blessés, toujours dans l'attaque de leur véhicule, cette fois-ci par des éléments de Boko Haram dans la région de Difa. Pour quels impacts sur le scrutin en lui-même, à qui pourraient profiter ces attaques en plein processus électoral? Ces attaques sont-elles de nature à saper le processus électoral? Et qui porte la responsabilité de ces morts? Niger, second tour de la présidentielle, plusieurs incidents signalés. Quels impacts sur le scrutin? C'est le thème du débat du jour. Bonjour à chacun, bonjour à tous. Avec nous aujourd'hui, Denis Loukoussou, bonjour. Bonjour, mon cher ami. Grand militant des droits de l'homme, vous êtes panafricaniste, ancien secrétaire général de la CSA Bénin. Face à vous, Souleymane Blatter, bonjour. Bonjour, cher ami. Vous êtes consultant en problématique du terrorisme, spécialiste des questions de protection et de sécurité. Je le disais à l'entame donc de cette émission, les Nigériens ont donc dans l'ensemble, sinon pour la totalité, opté donc d'aller à ces scrutins-là dans la paix, dans la stabilité. On a vu des gens très disciplinés sortir pour voter donc, mais visiblement, les terroristes ne l'entendaient pas de cette oreille-là, sur la date. Déjà, il fallait s'y attendre. Le Niger est en proie au terrorisme et les autorités devaient normalement prendre toutes les précautions qu'il fallait pour sécuriser ne serait-ce que ce scrutin qui ne serait-ce que d'une journée. Donc toutes les dispositions devaient être prises, n'est-ce pas, dans ce cadre-là. Mais ils savaient que, le phénomène que nous redoutons a dû frapper à 2 endroits d'ailleurs, n'est-ce pas. Un sur un convoi électoral, et ensuite dans une autre zone où il y a eu des morts. Et cela a peut-être entaché le scrutin. Et il va falloir que cela aussi serve d'exemple, comme je vous l'ai dit. C'est pas souvent que nos dirigeants tirent le son de ce qui se passe ailleurs. Et ils savent qu'ils ont un scrutin. Et c'est à eux de prendre des mesures pour que le peuple aille voter dans la sérénité. Mais il faut saluer, n'est-ce pas, au passage, la maturité du peuple nigérien. Malgré toutes les difficultés, un peuple qui est resté debout et qui est allé accomplir son devoir. C'était, on avait vu, notamment durant la campagne électorale, il y avait eu quelques frictions, mais visiblement le peuple nigérien est assez mûr pour sa démocratie. Les gens sont sortis librement voter. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut saluer aussi de Loukoussou? Non, moi je crois que d'abord le fait que l'ancien président ait décidé, soit de lui-même ou bien par la force des choses, de ne plus se représenter à l'instar de ce que nous voyons dans la sous-région, c'est quelque chose qu'il faut saluer. Maintenant, s'agissant de l'élection elle-même, je crois que c'est une élection capitale, c'est une élection spéciale, et les gens devaient prendre un certain nombre de précautions sur le plan de la sécurité. Or, le candidat du président sortant lui-même, il fut ministre de l'Intérieur. Tout à fait. Tout ce qui s'est passé durant les 10 ans, il le sait et il doit partager ça avec le chef de l'État. Donc, on ne devait pas laisser de passage libre aux terroristes, aux djihadistes. Alors, donc, ils ont 14 000 et l'effectif fait 14 000 avec tous ceux qui sont venus de l'extérieur, tout ça là. Il y a les Américains, il y a les Français. On ne devrait pas laisser
la voie aussi perméable. Alors, donc, ça là, bon, est-ce que c'est fait exprès? On a tué les 8 membres de l'équipage qui devaient contrôler les élections, et puis un peu loin, il y a encore eu un autre attentat. Est-ce que c'est pour frapper le moral des Nigériens? Ça, on ne saurait le dire, mais tout porte à y croire. Donc, moi, je pense qu'ils ont fait preuve de légèreté, ils ont manqué de vigilance, parce qu'il y a cette ultime élection qui doit départager les deux camps, et on devait prendre nécessairement les précautions. Ne pas le faire, pour moi, c'est une négligence grave. Voilà. Et celui qui sort du pouvoir en est le premier responsable. Alors, visiblement, le ministre de l'Intérieur avait quelques certitudes sur la tenue pacifique de cette élection-là. Il s'est prononcé juste après cette attaque, donc, qui a coûté la vie à 7 membres de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Nous allons suivre un extrait de sa sortie. C'était quelques heures, on va dire, après cette attaque-là. C'est un moment douloureux, c'est un grand choc pour nous tous, à un moment historique de notre pays, historique parce que nous avons des élections qui, pour la première fois de notre histoire depuis 60 ans, qui se déroulent de telle sorte qu'un président démocratiquement élu passe le témoin à un autre président démocratiquement élu. Nous avons pensé que c'était un engagement pour tous les Nigériens, quel que soit leur bord, et que cela constituerait aussi un exemple pour d'autres pays africains. Et c'est ce moment que choisissent des hommes sans foi ni loi pour s'aimer la désolation, à un moment historique de notre évolution. Ce matin, un des véhicules transportant les agents de la CENI a sauté sur une mine, faisant malheureusement des morts, 7 morts, 2 jeunes femmes, 5 hommes. Bilan triste. Il y a eu également 3 blessés. De façon générale, on peut dire qu'en dehors vraiment de cet accident malheureux, pour lequel je vous disais que nous avons eu des morts, en dehors de cet accident, on peut dire que ces élections se sont passées dans de bonnes conditions sécuritaires. Je vous remercie. Alkaché Alada, ministre de l'Intérieur du Niger, se prononçait donc juste après ces attaques-là. Votre réaction sur le Mme Nat? Je suis peiné de le voir dire des trucs comme ça. Un ministre de l'Intérieur qui aurait dû prendre ses responsabilités, n'est-ce pas, pour la sécurisation du scrutin, qui pense, il pense. C'est gravissime, ça. Un ministre de l'Intérieur qui pense, il aurait dû prendre des dispositions. On ne pense pas quand on est assis dans ce fauteuil-là. Ce tabouret-là, ce n'est pas un tabouret d'enfant. Quand on vient s'asseoir dedans, on prend ses responsabilités. Donc, ils sont responsables de ce qui est arrivé. Hein. Il faut que cela soit compté dans leur bilan. Et mieux, ils pensent que les élections se sont déroulées dans le calme. À partir du moment où il y a eu des morts, on ne parle plus d'élections déroulées dans le calme. On parle d'élections endeuillées. Donc, nos autorités doivent savoir prendre de la hauteur par rapport à certains enjeux. En l'occurrence, celui des élections présidentielles. Et une élection présidentielle, ça n'arrive qu'une fois tous les 5 ans ou 7 ans selon la constitution de chaque État. Tout à fait. Et toutes les mesures, toutes les dispositions doivent être prises pour que, du point de vue de la sécurisation des élections, se passe dans le calme. N'est-ce pas? Comme on l'a connu jadis chez nous ici au Bénin, c'était la fête. Ouais, des candidats qui se croisaient en pleine rue, chacun arrêtait son convoi et c'était la danse. Alors aujourd'hui, tout cela est remis en cause.
Ça fait mal, ça fait mal. Ça fait vraiment mal de l'entendre dire avec beaucoup de légèreté que voilà, il y a eu des morts, machin, tout ça. Il devait le compter dans son bilan. Alors, Dieudonné Lokossou, qui porte la responsabilité de cette attaque-là, selon vous? Est-ce que c'est le régime du président Mamadou Issoufou ou bien c'est, quoi qu'on dise, le terrorisme a l'habitude de frapper partout dans la région et notamment au Niger? Ce n'est pas nouveau. Mais ils le savent. Raison de plus pour prendre un certain nombre de dispositions. Mais quand j'ai écouté M. Al-Kash Alada, ministre de la Sécurité, ministre de l'Intérieur, tout ça, mais il ne devrait pas sortir ce qu'il a sorti là. Alors, je suis peiné de le dire parce que j'ai comme l'impression que la vie des populations, que ça compte peu pour ces gens-là. Donc, il n'a pas joué son rôle. Il devait s'accuser au lieu de parler pour ne rien dire. Alors, donc, en parlant ainsi, il dégage la responsabilité du gouvernement, alors qu'ils savent pertinemment que le Niger est un pays en ébullition avec les djihadistes. Donc, spécialement cette journée, on devait vraiment serrer les vis. Hein? On devait vraiment poser des actes responsables. Ici, sa responsabilité est engagée. On ne peut pas dire que les responsabilités sont partagées, puisque dans le dispositif peut-être qu'ils ont pris, il y a eu des failles. Et puis, il ne faut pas toujours compter à 100% sur les hommes qui vous entourent. Et si les djihadistes ou bien les terroristes ont pu pénétrer le système, c'est qu'ils sont plus renseignés qu'eux-mêmes. Parce que ce n'est pas la première fois, c'est répétitif. Eux-mêmes, ils appellent ça une guerre asymétrique. Donc, moi j'avais dit 8, lui-même il a rectifié. Donc, c'est 7 personnes qui ont été tuées innocemment. Ce n'est pas du tout guerre. Alors, sur le même date, par rapport à ces attaques-là, on parle de Boko Haram qui frappe au Niger en plein contexte électoral. Quel est le gain pour Boko Haram d'opérer sur le sol nigérien en plein contexte électoral? C'est semer la terreur. Ça a été toujours le leitmotiv, n'est-ce pas, des groupes terroristes. Et des occasions comme une élection présidentielle, et ce sont des occasions rêvées pour ces gens de nébuleuses de venir faire des attentats de ce genre. Frapper, se faire entendre. Mais pour quel résultat? Négatif. Des morts, un deuil des familles. Et voilà, et le reste, au nez et à la barbe de nos autorités, qui, au lieu de prendre des dispositions, comme l'a dit le doyen, prendre des dispositions préalables pour éviter que cette élection-là, qui ne vient qu'une fois tous les 7 ans, que le maximum de dispositions sécuritaires soient prises afin de parer à toute éventualité. Et c'est dommage, c'est déplorant. Malheureusement, je reviens encore pour dire que quand ça arrive ailleurs, on ne tire pas le son. On laisse faire un laxisme éternel. Alors, Dieudonné Lokossou, par rapport à ces attaques-là, on a quand même une partie donc, de l'électorat qui n'a pas pu sortir exprimer son envie, n'a pas pu sortir donc voter pour son candidat. On fait comment? Est-ce que ces attaques-là sont de nature à compromettre quelque peu le processus électoral, selon vous? Non, je crois que ces attaques-là sont bien préméditées. C'est pour créer la psychose, pour que dans les autres régions, les gens ne sortent pas pour les élections. Mais je crois que, en gros, leur action n'a pas atteint l'objectif, puisque dans les autres zones, les gens ont voté massivement, parce que les gens,
j'ai appris que des gens sont venus de l'extérieur rien que pour voter le départ de Ousmane, le président actuel. Donc, bon, il s'est déjà préparé, lui, psychologiquement. Il sait que s'il avait tenté d'organiser un troisième mandat pour rester, il va essuyer la honte. Donc lui-même, je crois que, comme c'est un mathématicien, il a bien fait son calcul et il s'est retiré dans l'honneur et la dignité. Mais ce qui va être son échec, et ça va être un double échec, c'est l'échec du candidat qu'il a positionné. On ne peut pas avoir une telle avance et qu'au dernier tour, on se relègue à la chose là. Et les Nigériens, ceux que moi j'ai écoutés, m'ont dit qu'ils partiront les deux. Donc ça va être une grande fête au Niger. Donc c'est une leçon pour ceux qui s'accrochent, pour ceux qui ne veulent pas faire l'effort pour respecter à la lettre la constitution qu'ils se sont donnée. Donc je pense que c'est un incident qu'il ne faut pas banaliser. Hein, les Nigériens, il faut féliciter leur courage. Certains auraient pu dire nous ne pourrons pas aller, d'autres à cause de cette attaque meurtrière. Et ils auraient aussi pu s'abstenir. Mais quand vous voyez, le vote a été massif. Je crois que par rapport au premier tour, ce second tour doit faire vraiment la différence. Alors, malgré ces attaques, on peut dire que la démocratie au Niger a triomphé? Oui et non. Pourquoi? Oui, parce que le président vient de nous donner une leçon. Une leçon qui consiste à dire à ses pairs que s'éterniser au pouvoir n'est pas la solution. Et qu'il y a d'autres Nigériens qui ont là aussi la capacité, n'est-ce pas, à aller dans ce genre de fonction. C'est un exploit, c'est quelque chose à saluer, puisque nous sommes de ceux qui décrions ici tout le temps les troisièmes mandats, donc on l'applaudit. Non, parce que le premier tour ne ressemble pas au deuxième tour. Quand vous observez bien, il est écrit partout et j'ai des informations qui me disent que beaucoup de Nigériens de la diaspora sont rentrés pour empêcher la continuité du régime qui est en place. Beaucoup sont rentrés et ils ont participé massivement à la campagne. D'autres sont allés carrément dans les contrées les plus reculées pour veiller au dépouillement. Et je crois que si, sans révéler des chiffres ici, si vous observez un peu la réalité du terrain, on risque, comme l'a dit le doyen, d'avoir de grandes surprises. Le régime en place actuel, ils auront des sueurs froides. Et cela risque d'être dommageable, n'est-ce pas, pour, non seulement pour le régime sortant, mais en termes d'applaudissements pour l'opposition qui s'est vraiment mobilisée pour le deuxième tour. Vous voyez que l'écart est carrément serré dans les zones même où le pouvoir, n'est-ce pas, à sa base et s'affirme. Donc ils sont à quelques écarts près. Au niveau, si dans les zones du pouvoir, ils sont à couteau tiré, imaginez-vous dans les zones de l'opposition. Donc j'ai des prémices que le Niger va surprendre le monde. Oui. Alors, Dieudonné Lokossou, c'est vrai que par rapport à ces élections-là, il y avait beaucoup d'attentes, il y avait beaucoup d'espoir, hein, beaucoup ont manifesté donc l'espoir de ce qu'il y ait alternance, mais il y a aussi qu'il y a un bilan à défendre pour le régime du président Issoufou, qui a donc présenté le président du parti, ministre des Affaires étrangères, ministre de l'Intérieur, ministre de la Sécurité comme candidat. Selon vous, est-ce que aujourd'hui, dans ce second tour-là, ce n'est pas aussi cette opposition-là qui se traduit? Moi, je pense que... Bon, quelqu'un a dit chez nous ici qu'il ne faut pas tabler sur
les résultats. Faut pas tabler, faut pas compter sur les résultats. Alors donc, pour gagner les élections, excusez-moi, pour gagner les élections, il suffit de miser sur les grands électeurs. Il faut soumettre tout le monde. Et puis bon, là, on peut gagner. Mais je crois que, s'agissant du cas du Niger, on ne saurait dire cela. Et moi, j'avais estimé que, compte tenu du score fleuve fait par le candidat du pouvoir, je ne savais pas qu'ils avaient épuisé leur cartouche. Parce qu'aujourd'hui, celui qui a 17% va combler les 17%. Et ici, dans les rues, moi j'ai observé que les Nigériens, les banabana là, avaient des affiches de l'opposition. Donc c'est sûr qu'ils sont tous rentrés pour voter pour l'ancien et le nouveau candidat. Donc, et moi, je n'ai pas vu les performances comme réalisation. Ça doit être infime parce que à chaque pluie, les Nigériens sont dans l'eau. Et bon, les dirigeants, eux, ils ne souffrent pas ça. C'est un peu partout, que ce soit à Cotonou, Lomé ou en Côte d'Ivoire. Alors donc, je crois que si c'est les résultats, je ne crois pas que les Nigériens soient si aveugles pour voir celui qui leur fait du bien. Et puis, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut faire comprendre aux gens, et moi, ça me donne de la nausée. Et chaque fois quand on fait un pan de route, de kilomètres, on dit c'est le président. Quand on donne de l'eau, c'est le président. Quand on donne de l'électricité, on dit c'est le président. Quand on construit. Mais il y a des responsabilités régaliennes. On n'a pas besoin. Je n'ai jamais vu. J'ai connu les États-Unis, j'ai connu la France, j'ai connu le Canada, mais je n'ai pas vu des gens réaliser des œuvres sociales et coller le nom d'un chef d'État dessus. Sinon, le pays, comme je l'ai dit ici, on n'est pas un pays, c'est pas un désert. Sinon, tout ce que Maga a réalisé, heureusement qu'on a donné son nom à l'hôpital. Donc ça veut dire que les gens ont fait quelque chose. Et si vous partez, on continue, l'État a une continuité. Donc je ne dirais pas que le président nigérien sortant qui n'a rien fait, il doit avoir fait quelque chose, peut-être qu'il ne répond pas aux attentes des populations. Donc, les gens attendent qu'il s'en aille vite pour qu'on tombe dans un nouveau régime pour voir ce que lui aussi, il pourra faire. Moi, je pense que tous les chefs d'État qui se sont succédés, il y a quelque chose qui a été toujours laissé comme souvenir. Et heureusement que l'argent ne sort pas de leur poche pour qu'on... ça, c'est du mensonge cru. Pour qu'on aille dire tel... Non, on peut dire, si on a fait un pont, on peut dire que c'est au moment où tel était au pouvoir qu'on nous a fait ça. Donc, moi, je crois que il faut mieux qu'on s'écarte, qu'on laisse tomber le culte de personnalité et de s'attacher au labeur pour le bonheur de nos peuples. Alors,
L'attaque qui a fait cette mort s'est passée quelque part d'Angola. On parle de la zone des 3 frontières. On sait que le Tchad a déployé des hommes dans cette zone il y a à peine une semaine. Il y a encore des attaques aujourd'hui. Est-ce à dire que le problème n'est pas forcément résolu? Il faut tenir compte du fait que quand vous déployez des hommes sur un théâtre d'opération, il faut déjà faire ce qu'on appelle une audit de zone. Il faut savoir où est-ce que vous positionnez vos hommes, dans quel cadre y sont-ils et quelles sont les dispositions à prendre pour que cette zone-là soit sécurisée. Ça ne se fait pas en une semaine. Vous êtes d'accord avec moi? Il faut du temps. Et il faut que cette troupe-là, ce bataillon qui vient de s'installer, puisse d'une part s'acclimater, se fondre dans la population, prendre des habitudes, n'est-ce pas? Et si possible, mettre sur pied une tenaille de renseignement. N'est-ce pas, une unité de renseignement qui permet d'infiltrer, d'exfiltrer, de comprendre quelle est la sociologie, n'est-ce pas, politique, économique, socio-culturelle et culturelle du milieu dans lequel ils interviennent. Donc, ce laps de temps-là peut profiter aussi aux terroristes. Pour frapper, machin, et puis c'est même une occasion de plus pour dire que non seulement vous êtes là, il se passe des attentats, mais c'est à vous maintenant d'ouvrir les yeux et les oreilles pour savoir comment y remédier. Donc, c'est un incident malheureux, n'est-ce pas, qu'il ne faut pas accepter d'ailleurs, mais pour lequel il faut prendre des dispositions. Et, comme l'a dit le doyen, cette disposition-là aurait dû être prise, n'est-ce pas, par le pouvoir en place qui est comptable, n'est-ce pas, de ces actes commis par ces terroristes-là. Les élections présidentielles, ce n'est pas une semaine, ce n'est qu'une journée et pour des heures bien déterminées, souvent de 7h à 17h, pour la plupart des cas, ou 18h, et peut-être pour les bureaux de vote un peu, qui ont ouvert un peu en retard, peut-être jusqu'à 19h, mais pas plus. Et passe ensuite le dépouillement. Donc si vous ne prenez pas des dispositions réglementaires, régaliennes pour sécuriser un scrutin, si demain l'opposition se lève et dit qu'il y a eu vote, et qu'il n'y a pas eu, ou qu'il y a eu fraude, ou qu'il y a, comme on entend dire, des bulletins estampliers, je crois qu'il y a un communiqué de la CENI qui traîne dans ce sens, donc il va falloir ouvrir l'œil. Qui estamplie les bulletins? Il faut chercher à savoir. Alors, la CENI a indiqué effectivement, de Lokossou, dimanche, avoir identifié de faux bulletins, donc en circulation, des bulletins après leur distribution dans des communes. Que comprendre déjà de cette communication de la CENI, qui est quand même l'organisme par excellence pour organiser, donc, contrôler et pourquoi pas rendre les résultats de cette élection-là? Non, mais si c'est eux-mêmes qui ont désigné les gens de la CENI et qui dénoncent des tentatives de fraude, et on ne peut que accepter la chose. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas vraiment de doute. Alors donc, la CENI, à ce niveau-là, doit prendre toutes ses responsabilités pour éviter, à la fin du scrutin, des bagarres entre frères. Donc, en Afrique, tous ceux qui restent au pouvoir, je vous ai dit souvent, et lorsqu'ils ont commis beaucoup de fautes, on a maltraité les citoyens, on a mis en prison gratuitement des gens, et puis on a pillé, on a volé le pays. Il faut assurer son arrière-garde. Donc, si le président sortant a désigné Bazoum pour le remplacer, c'est qu'il compte beaucoup sur lui. Alors donc, tous les moyens sont bons, même si ce n'est pas lui-même qui est au pouvoir. Il faut mettre tout en jeu pour que le monsieur sorte gagnant. Bon, ça va être peut-être un deuxième exemple. Je prends le cas de la Guinée, qui avait 15 ou je ne sais combien de pourcentage, et après, c'est lui qui est empilé. Donc, comme les Nigériens sont vigilants, ça ne pourra pas se passer. Donc, moi, je crois que c'est une bonne chose que la CENI elle-même, avec sa vigilance,
ait pu constater qu'il y a de faux bulletins qui sont introduits dans le circuit, ou des bulletins pré-estampillés. J'en ai parlé ici. Donc, cela ne vous surprend pas. C'est un uniforme. Alors, sur le Madame Date, par rapport à ces élections-là, il y a beaucoup de missions d'observation qui sont déployées dans le pays. Des missions dont certaines missions sont déjà en train de rendre leurs conclusions. Ils estiment que l'élection s'est très bien déroulée. Ils appellent donc les deux camps à accepter le verdict des urnes. C'est notamment le cas de la mission de la Sensad, conduite par l'honorable Bako Arifari, qui... votre avis sur cette mission-là et ses conclusions? Mon avis sur cette mission, l'honorable, je l'appelle comme ça, Arifari Bako a quand même une expérience en matière électorale. On l'a vu ici. Je crois qu'il était c'est lui qui était chargé de la liste électorale permanente informatisée à l'époque. Donc il a une certaine idée de comment ça se fabrique, comment ça se fait. Maintenant, il reste à ce qu'il dise réellement la vérité. Vous savez, avec l'expérience guinéenne, là, maintenant, on n'est plus sûr de nos comment on les appelle là, des missions d'observation. On n'est plus sûr du tout. Hein. Il faut que le peuple soit en état de veille permanente. Et qu'il soit, qu'on regarde bien ce qui se passe dans la marmite. Parce que maintenant, là, vous voyez, comme l'a dit le doyen, on trépasse de 18%, se retrouve à je ne sais pas combien. Et je sais que cette fois-ci, le peuple nigérien, je vous dis, il y a des gens qui sont venus, même des États-Unis, ne serait-ce que pour ce scrutin-là, pour voir, observer le dépouillement et être à côté. Et j'espère, comme je l'ai toujours dit ici, que les missions d'observation n'ont pas seulement pour rôle d'aller observer le déroulement d'un scrutin. Elles devaient aussi avoir pour rôle d'observer le dépouillement. Et si possible, d'avoir même une autorisation. Il faut que ça vienne comme ça à l'avenir, de signature sur les procès verbaux, quitte à avoir une copie. Et au cas où il y a réclamation, qu'elle puisse dire, oui, effectivement, nous étions dans tel bureau de vote, et nous avons la copie, voilà les résultats en réalité. Parce qu'on fait tout pour rendre crédibles les résultats des élections en Afrique, mais vous savez ce que c'est un véritable yo-yo. C'est un bordel pas possible. Vous voyez quelqu'un qui est en haut, qui se retrouve avec des scores soviétiques. Encore que j'aime pas trop parler de soviétiques. On connaît votre amour pour les soviétiques. Alors, Dieudonné Lokossou, un avis sur les missions d'observation, notamment la Sensad? Non. C'est pas seulement la Sensad. La Sensad, c'est encore ici. Moi, je crois que il va falloir redéfinir les termes de ces missions-là, même si c'est prédéfini, mais au fil du temps, on se rend compte que ces missions d'observation, ils vont là-bas juste pour leur perdième. Ensuite, on cherche des suppléments, puisque en Guinée, on a vu qu'on a distribué des sous aux gens. Donc, ils sont là juste comme des faits valoir. Vous vous souvenez qu'au Togo, il y a eu une élection où des militaires sont allés arracher les urnes. Ils ont mis sur la tête, ils ont couru, et pourtant l'élection a été validée. Rien que ça, on devait invalider. Donc, là, c'est visible. Ce n'est plus caché, c'est en plein jour, c'est pas la nuit. Donc, moi, je ne prête pas beaucoup de foi à ces messieurs qui sont en quête d'aumône facile. Et puis bon, après on les reçoit unanimement, hein, et on dit c'est ceci. Que ça s'est déroulé bien, ou les incidents qui sont survenus n'entachent pas la crédibilité du scrutin. Donc il faut fermer les yeux. Et
est-ce que quand les États-Unis votent, est-ce qu'on envoie les observateurs? Pourquoi depuis... Ça fait déjà plus de 60 ans, à chaque élection, on envoie des gens. Ça veut dire que nous-mêmes ne sommes pas responsables. Il n'y a pas de crédibilité dans ce que nous faisons. Moi, ces observateurs-là, on devrait... Ça peut se résumer aux nationaux, à l'interne. Ça suffit, il n'y a pas besoin de francophonie, ceci ou cela, où les gens... Je n'ai pas encore vu, même là où on a brûlé pendant les élections, les cases, on a tué des gens, plus de 80 morts, et pourtant l'élection a été validée. Est-ce qu'en France, quand il y a eu des élections, on tue des gens? Le cas exceptionnel que nous avons connu cette année, c'est le cas des États-Unis où Trump, ou bien comment vous l'appelez? Donald Trump, seul, s'est autoproclamé, a dit qu'il a gagné. Et les institutions l'ont brisé son élan de fraude. Donc, quand on voit tout ça, c'est des ans, on dit, même aux États-Unis, en 200 ans, ça s'est passé combien de fois? Mais ici, en Afrique, toutes les élections sont entachées d'irrégularités. Mais on minimise, on banalise, on dit non. Donc, ceux que nous envoyons là, ce n'est pas de bons patriotes. Nécessité donc de réformer ces missions d'observation. Absolument. Leur offrir quel mandat? Les obliger à, pourquoi pas, contrôler le vote aussi, au même titre que la CENI? Ça risque quand même on va dire, de provoquer des précédents, parce que c'est comme si la CENI n'est plus dans son rôle, mais les missions d'observation doivent-elles se substituer à Non, pas se substituer. Mais Mais moi, j'ai vu même au cours des élections des candidats qui ont envoyé des gens et qui n'étaient pas dans la salle. Mais vous êtes venus pour ça, vous avez pris les perdièmes pour ça, et vous n'êtes pas là, vous êtes à l'extérieur. Moi, j'ai dû interpeller, parce que je contrôlais aussi, au nom de la CSA, la régularité des élections. J'ai dit, mais toi, tu représentes quel parti? Et curieusement, il m'a dit USL. Et j'ai dit, mais on t'a envoyé en mission et tu tournes le dos et les gens font ce qu'ils veulent. Mais quand moi je suis revenu, j'ai dit ça, à ce jour-là. Donc, au président de l'USL, et que je ne le cache pas qu'il y a un ami à moi. Donc, il y a beaucoup de cas comme ça où les gens qu'on envoie, il faut les former, hein, parce que ce n'est pas les motivations qui manquent, mais arriver là-bas, si c'est 1000 francs par jour et on te glisse 2000 en plus, ça te fait un bonus. Donc, tu te fiches pas mal et après on les appelle, ils émargent et on dit que c'est juste. C'est pour cela que la réforme est nécessaire. Ce n'est pas pour se substituer au machin, mais quand les gens viennent, on demande tel matériel, est-ce que... Et puis c'est fini, on s'en va. Normalement, il doit avoir, je dis ça comme ça, hein, un cahier, et quand un observateur passe, s'il trouve une anomalie, ce que moi je faisais, on met ça dedans. Et la Sénat doit prendre tous ces cahiers-là, pas seulement les hommes que eux-mêmes ils envoient parfois ne sont pas là, ou bien on s'en va manger. Et pendant que vous n'êtes pas là, beaucoup de choses se passent. Et il y a des gens qui ne viennent pas, mais on vote à leur place. Les empreintes digitales, on n'a pas les moyens pour vérifier. Pour contrôler. Ou bien on griffe, on fait des machins pour remplir tout. Or, dans une élection, mais il peut y avoir des malades, il peut y avoir des empêchements. Et quand le type n'a pas donné une procuration régulière, mais on n'a pas le droit de faire ça. Mais c'est une tricherie à ciel ouvert. Donc, moi, je ne fais pas du tout foi, je ne compte pas sur les observateurs et ils viennent juste pour faire
du CFA ou de Naira. Nécessité donc de réformer, et dans quelle mesure faire ces réformes-là, sur le Madame Naïs? Le doyen me fait rire. Est-ce qu'il dit c'est tellement palpable que il n'y a rien à ajouter. Des réformes, oui, certes. Mais vous verrez que ceux qui sont défavorisés par ce genre de réformes vont crier à la souveraineté. Souvent, c'est le cas. Et si nous ne prenons pas des dispositions pour permettre à ces observateurs-là d'être des gens crédibles, mais il faudrait qu'on ait des élections truquées. On a déjà vu des observateurs, il y en a même qui ne viennent pas, qui se couchent à l'hôtel et qui remplissent les fiches les soirs. Le problème des observateurs, en fait, c'est les perdièmes. Ce n'est pas la crédibilité du scrutin. C'est moins grave. Ah non, je le dis en connaissance de cause. N'oubliez pas, j'ai beaucoup d'amis qui sont des chefs d'État. Je vois faire. C'est des gens qui viennent, et voilà, à la fin du scrutin, vous les voyez, ils prennent un gros micro comme ma tête, ils font des déclarations tendancieuses. Voilà, oui, les élections sont passées dans les règles de l'art. Et voilà, le scrutin, il s'est bien déroulé. Quand on a tiré sur des gens, on a endeuillé des familles. Mieux, des agents électoraux, on ne vient pas nous dire que le scrutin s'est passé dans le calme. Et ceux-là, que ce soit la CNSAD, la CEDEAO, l'Union européenne, tous ceux qui envoient des observateurs, là, moi je leur dirais plutôt, l'argent qui sert à payer ces observateurs-là, former des Nigériens à sécuriser leur propre scrutin. Donnez-leur le moyen d'être autonomes. Pourquoi nous mettre tout le temps sous la tutelle d'organisations bidons qui viennent nous endeuiller que de nous laisser vivre notre démocratie pleinement? Vous avez vu le cas avec le président Kabila. Il n'en voulait pas. Il n'en voulait pas. Il sait que si ces gens-là viennent sous couvert des ONG, là, ils vont foutre le bordel. Alors restez chez vous. Il a organisé son scrutin. Son candidat a perdu. Il a reconnu. Mais le mérite lui revient. Au passage, je le salue. Donc il va falloir que, oui, il y ait des réformes profondes, n'est-ce pas, au niveau de... Je les appelle des organisations fêtières, qui viennent, voilà, ne serait-ce que, comme l'a dit le doyen, pour du CFA ou du dollar. Ce qui s'est passé en Guinée est un cas d'école. Les gens finissent une élection, ils se retrouvent dans un hôtel, ils se partagent des billets. Et l'exemple, c'est sûr que ça se passe. Maintenant, ils auraient dû prendre certainement des précautions pour que les choses se passent bien dans les ténèbres. N'est-ce pas qu'il faut vraiment entourer ça de ténèbres pour que la prochaine fois, la circulation de billets ne soit plus flagrante. Et on sait que l'habitude est humaine. Hein. Quand on a fait une fois, on en fait une deuxième, une troisième fois. Alors, la commission électorale a donc 5 jours au grand maximum pour proclamer les résultats complets et provisoires du scrutin, des résultats qui ont donc commencé à tomber au compte-gouttes, notamment de la part de la CENI. On va dire, quel scénario vous voyez? Ça, c'est aussi un moyen de fraude. Selon vous, on doit tout compiler? Oui. C'est quand on est prêt qu'on donne le résultat. On ne peut pas donner les résultats coup par coup. Est-ce que c'est ce que disent les tests? Donc tout ça là, c'est des choses qui ne vont pas dans le bon sens. Et moi je reviens encore en arrière par rapport aux observateurs. Nous disons, quand une décision qui est défavorable vient, d'ailleurs on dit non, nous sommes souverains. Mais notre souveraineté là, ça commence où et ça s'arrête où? Alors, on accepte que les gens viennent nous contrôler parce que nous ne nous faisons pas confiance. Donc, il a dit qu'il y a des méthodes que moi je n'apprécie pas du tout. Et ça veut dire que on ne se fait pas du tout confiance. Quand je vous ai parlé du cas du Togo, où un militaire a arraché en plein jour un machin. Les jeunes, il a mis ça sur la tête, il a couru, les gens ont vu. Moi, j'ai ça encore dans mes archives. Et c'est Alcré, notre frère, qui avait dénoncé, avait dit
que les élections ne sont pas propres. Et sa tête est mise à prix. Je ne sais plus s'il a commencé maintenant par aller à Lomé. Donc, et dire les résultats des élections, si vous avez 5 jours, mobilisez-vous pour les 5 jours. Là, et quand on donne des résultats partiels, là où les gens n'ont pas encore fini de faire, les gens peuvent aller là-bas et organiser la fraude. Donc, pour combler les écarts. Donc, je crois que, moi, je ne suis pas pour le principe des observateurs étrangers, parce que nulle part, regardez, en Côte d'Ivoire, il y avait après, c'est la fiesta, on les a reçus, et bon, donc les 80 personnes qui étaient tuées, les maisons qui étaient brûlées, on a créé beaucoup de dégâts, mais ça n'a pas empêché les observateurs de dire que malgré ceci, ça n'empêche pas. Donc moi je crois que on se moque de l'Afrique, parce que nous disons que nous sommes indépendants, mais quand est-ce que nous allons être indépendants réellement? C'est un problème crucial, et les gens camouflent ça, et partout en Afrique, c'est toujours les observateurs. Vous avez vu au Kenya ou en Ouganda, ce qui s'est passé avec le musicien qui veut devenir... Bobby Wine. Voilà. En Ouganda. Vous avez vu ce qui s'est passé? On a encerclé le monsieur, il n'a rien fait, il est allé aux élections, il a dénoncé, et on l'a encerclé. Quand on a fini de faire les tripatouillages, maintenant on l'a libéré. Est-ce que en France, ça se fait comme ça? Mais moi, je prends toujours l'exemple de la France. Quand on dit c'est à 18h, les résultats sont affichés sur un grand panneau et tout le monde voit. Et si vous avez échoué, vous ruminez votre colère, vous sortez. Mais ici, c'est à 2h, 3h du matin qu'on donne les résultats à coup de posotomie. Et des jours après, sinon des semaines. Alors, votre avis par rapport donc à la proclamation au Congo des résultats? C'est une très mauvaise idée. C'est pas du tout bon, ça. C'est pas démocratique d'agir comme ça. Déjà, comme le dit le doyen, on se manque nous-mêmes de confiance et on joue dans du dilatoire. Oui, et on est là, on fait perdurer le suspense pendant que d'autres là-bas sont en train de... Vous avez vu les élections en Côte d'Ivoire, où chacun la nuit, on faisait passer des cachets, on mettait des tampons, et voilà, ça a donné... Malgré tout, ça a quand même... Les populations se sont jetées, ont intercepté des urnes extempliées. Pendant qu'on les acheminait dans le bureau de vote pour ouvrir le scrutin, on voit des... Non, attendez, soyons sérieux. Bon, les réformes dont nous parlons préalablement sur la question précédente doivent pousser à ça. Les observateurs, quand on ouvre là, il faut qu'ils regardent tout. Le bulletin, s'il n'est pas estampillé, quelles sont les méthodes. Et après le scrutin, veiller au dépouillement et avoir aussi des fiches. Disent, non, dans tel bureau de vote, vous annoncez ça. Mais nous, en tant qu'observateurs, nous étions là. Voilà les résultats. Ça peut peut-être crédibiliser de plus en plus les scrutins que nous avons au niveau de l'Afrique. Et mieux, il faut qu'on se mette dans nos têtes. Je veux parler de nos dirigeants qui ont pour mission, n'est-ce pas, régalienne, d'organiser des élections, que les élections sont des moments de fête. Et qu'il faille éviter au maximum, n'est-ce pas, d'attirer l'attention, de remuer le couteau dans la plaie et de faire de ces élections-là des élections non crédibles. Je veux vraiment attirer cette attention-là, plus particulièrement sur le cas de mon pays. Il faut savoir jouer. Le jeu doit être ouvert et démocratique. Le meilleur gagnera. Et puis, il ne faut pas oublier, quand vous n'avez pas l'onction divine, parce que c'est Dieu qui fait les chefs, si vous vous imposez là, n'oubliez pas qu'il n'a pas donné son dernier mot et que les choses peuvent retourner d'une manière ou d'une autre en défaveur. Donc, tenons compte de ça, respectons nos populations, respectons les lois que nous nous sommes données et crédibilisons nos scrutins. Évitons les observateurs pour la plupart et faisons en sorte que
pour éviter les observateurs, que l'État lui-même se donne les moyens de l'organisation de son scrutin et du dépouillement en même temps. Alors, Dieu de Lokossou, on ne doit pas, selon vous, publier les résultats au compte-gouttes. Les missions d'observation aussi doivent renforcer leur mandat. Pour le moment, ce qu'on constate sur le terrain, c'est que ces missions-là choisissent certains bureaux de vote qu'ils vont donc suivre et qu'ils supervisent, on va dire, quelques heures et se rétractent. Est-ce que ce n'est pas aussi, quoi qu'on dise, un problème de moyens ? Puisque pour couvrir tout un territoire, on sait le nombre de personnes qu'il faut. Est-ce qu'une mission d'observation peut aussi déployer autant de monde et avec quels moyens faire tout cela? Quand je prends le PNUD, quand je prends la francophonie, ils aident les pays, non? Ils peuvent... Mais quand on parle de souveraineté, c'est ça, il a parlé de Kabila, même si... ne le porte pas dans mon cœur parce que c'est un petit dictateur, mais il a refusé que les gens viennent superviser. Mais pourquoi ici et ailleurs on ne peut pas avoir la même attitude? Ils sont dans l'Union africaine. Il faut que l'Union africaine adopte une position parce que la souveraineté, c'est des intérêts réciproques. Hein? Alors, mais pourquoi on doit envoyer des gens extérieurs qui ne connaissent même pas parfois le terrain? Et ils choisissent, comme vous l'avez dit, ils choisissent des choses là, et les urnes à visiter, on fait l'impasse sur d'autres, et on dit, bon, on va aller, ou bien on va aller dans tel coin, parce qu'il y a beaucoup de population. Or, c'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Lorsqu'on on laisse les petits coins et on cherche forcément à aller vérifier dans les grandes villes, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Et puis, la souveraineté, pour moi, c'est la réciprocité. Mais pourquoi, dans leurs revendications, on ne dit pas ça? Si c'est comment vous appelez ça? Le CNDH ou bien comment? La CNDH, La Cour africaine qui sort une décision, qui, quand même, dans notre constitution, on a dit qu'on adhère à ça, on parle de souveraineté. Mais votre souveraineté n'a jamais été totale. À partir du moment où vous commandez, on tend les mains depuis 1960. Moi, je ne vois pas un État souverain. Et les peuples, c'est pas chez nous seuls, ne mangent pas à leur faim. On les utilise pour les basses besognes. Combien de présidents, depuis que l'Afrique est indépendante, si c'est pas le Libéria qui a fait exception, on doit encourager les femmes aussi à prendre la tête. On doit encourager les femmes à prendre la tête. À prendre plus de responsabilités en politique. Pour qu'on voit. Parce que moi, quand vous mettez la femme à gérer une caisse pour vous, il est rare parce que la femme a toujours peur. Il a toujours peur, il croit qu'il y a toujours un gendarme là. Et elle gère assez bien. Nous avons déjà fait l'expérience des hommes pendant les 60 ans d'indépendance, mais aujourd'hui, il faut qu'on mette aussi une femme là. Et la candidature de Mme Rekia Madougou est bienvenue. Si ce n'est pas les jeux pas des acrobaties, on l'écarte. Ça, pourquoi ça là? Dans notre constitution, on s'est battu. Il y a 2 députés qui ont proposé pour nous dire qu'il faut qu'il y ait égalité, il faut qu'il y ait les femmes. Mais lorsqu'il s'agit maintenant de faire chaud là, la femme est vice, non? On n'a pas une seule femme à la tête. Et les femmes même qui ont des partis applaudissent pour dire oui. Bon, voilà. Donc moi, je trouve que nous sommes dans une situation vraiment
de crise permanente. Alors, au Niger, on retient quoi selon vous, aussi bien sécuritaire que politique et social? Tant qu'il y a un scrutin qui est endeuillé, c'est qu'il y a problème. Donc, sur le plan sécuritaire, il y a eu des failles, et voilà, les résultats sont là. Maintenant, il va falloir en assumer les risques et les conséquences. Du point de vue du déroulement du scrutin, je salue la maturité du peuple nigérien. Je salue au passage, évidemment, une fois de plus, le président qui a décidé de ne pas aller à un troisième mandat. Et ça, il a inscrit son nom dans l'histoire. Et je dirais quelque part que bon, tout se joue sur le bilan du régime passé. Et on verra bien l'attitude des Nigériens, parce que j'ai comment l'impression que les Nigériens qui ont voté ce week-end-là, ils sont prêts à en découdre, hein. Ils ne sont pas prêts à avoir renouvelé le mandat de ceux qui sont restés 10 ans. Ils sont fatigués, les peuples sont fatigués. J'ai la crainte. Je ressens venir l'heure des masses. Je l'ai souvent dit. Bientôt vient l'heure des masses. Les peuples vont se révolter. Les peuples vont se révolter. Quand vous empêchez un peuple, et ce n'est pas l'objet de l'émission, je saute un peu sur ce qu'a dit le doyen, de choisir son candidat, de choisir la personne qui mérite de prendre le perchoir ou bien la direction du pays. Mais vous créez des dissensions. Et bon, il faut reconnaître, comme il a dit, il faut savoir et donner aussi une chance à la femme. Vous savez, je suis un peu dur quand il s'agit de la manière des femmes à ne pas s'engager dans le combat politique. Je pense que les femmes n'en font pas assez. Il faut qu'elles osent. Et celle qui est en train de tenir tête actuellement, nous la saluons au passage. Sans état d'âme. Si le destin est qu'elle y arrive, ben alléluia, on priera pour elle pour qu'elle y arrive. Et il ne faut pas oublier le fait que quand quelqu'un est appelé à cette fonction-là, vous avez beau faire vos tripatouillages, faire tout ce que vous voulez, le dernier mot revient à Dieu. Si Dame Réki Amadougou est prédestiné pour le fauteuil présidentiel au Bénin, il n'y a rien qui l'empêchera. Soyez-en rassurés. C'est une parenthèse. Rapidement, un mot de fin. Vous ne faites pas la promotion des femmes ici. Vous ne parlez que des hommes. Non, je l'ai dit. D'habitude. Non, même moi-même d'habitude. Dieu de Lokossou, moi j'ai la police des débats. Je vous pose donc une dernière question sur le Niger, votre mot de fin. Bon, ce qui s'est passé, c'est inédit parce que depuis 1960, c'est des coups d'État répétitiftif. Moi, je suis allé au Niger, j'ai vu celui qui a remplacé Séni Kounkié. J'ai dormi au mess des officiers. C'est un grand blagueur, il blaguait avec, j'ai dit, celui-là a été président. Bon, donc, ce qui est fait est bien fait parce que c'est rare que nous ayons des candidats civils, des civils. Bon, souhaitons que Bazoum échoue pour que l'ancien président revienne. Là, ça va être une vraie alternance. Parce que si ce n'est pas l'autre qui sort, Ousmane, qui sort et c'est Bazoum qui vient, c'est comme s'il n'y a pas eu de changement. Alors, voilà, vous êtes dans Lokossou, panafricaniste, ancien secrétaire général de la CSA, Bénin, grand militant des droits de l'homme. Face à vous, Souleymane Hamzat, consultant en problématique du terrorisme, spécialiste des questions de protection et de sécurité. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour un autre numéro de votre émission.